J'appelle sur scène les trois personnes qui suivent Johan Grimbert, Emmanuel Ossanqui et Olivier Chancet. Johan Grimbert est Data Scientist chez ManoMano. Emmanuel Ossanqui est Lead Product Manager, toujours chez ManoMano. Et puis Olivier Chancet est Lead Data Scientist chez Sicara. Messieurs. Tous les trois, on voudrait partager avec vous, au travers d'un retour d'expérience, comment aujourd'hui, chez ManoMano, grâce à la collaboration entre les équipes data que représente Johan, les équipes produits que je représente, et grâce à l'expertise que nous a apporté les équipes de Sicara, que Olivier représente, on peut aujourd'hui mettre en production des algorithmes d'IA en moins de 2 semaines en production pour améliorer l'expérience client. Alors, juste pour vous donner un petit peu de contexte, ManoMano, peut-être que vous connaissez, c'est une marketplace européenne, leader en Europe sur le secteur du jardinage et du bricolage. On est ce qu'on appelle une scale-up, donc une grosse start-up. On a été créé en 2013 et on est à peu près 300 personnes. Et en 2018, on a été accompagné par des équipes de Sicara, qui sont spécialistes du développement de solutions d'IA sur mesure et qui font partie du startup studio M33, que vous connaissez aussi sans doute. Et on a travaillé, et on va vous raconter de façon très concrète, comment on a mis en production, en quelques jours, ce moteur de recommandation que vous voyez en bas, basé sur un algorithme de reconnaissance d'image. Alors, avant de commencer par vous raconter comment on l'a fait, je vais vous raconter justement pourquoi. Au départ, on a fait un constat, on a regardé nos concurrents, qui sont finalement les grandes surfaces de bricolage, et on s'est rendu compte que notre panier moyen, il était 2 à 3 fois inférieur au leur. Donc ça nous a amené à nous poser pas mal de questions sur les raisons qui font que notre panier moyen il est aussi petit. Et donc on a fait ce qu'on appelle de la user research. La user research, c'est quoi? C'est comprendre les besoins et les problématiques que nos clients rencontrent sur le site, qui expliquent ce constat. On a plusieurs outils aujourd'hui chez ManoMano qui nous permettent de faire ça. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Customer Shoes. En fait, chaque nouvel employé chez ManoMano fait un atelier, participe à un atelier où il se met à la place d'un de nos clients et il doit, sur le site, acheter l'ensemble des produits dont il a besoin pour réaliser un projet de bricolage. Et ça nous permet en fait de détecter des problématiques dans la user experience grâce à l'œil neuf de ces gens-là. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on analyse ce qu'on appelle la Product Analytics. Ce sont toutes les données qu'on peut récolter grâce au plan de tracking qu'on a sur le site et qui nous permettent de comprendre ce que font effectivement nos clients sur le site, là où ils ont du mal à trouver les produits, etc. Et pour tout ce qui va être plus qualitatif, on utilise un autre outil qui s'appelle Hotjar, qui nous permet de visualiser, de regarder des session recordings, donc de voir effectivement comment un client a utilisé le site, de voir où est-ce qu'il a eu du mal, etc. Et donc tout ça nous a permis, toute cette user research, ça nous a permis d'identifier les 4 principaux pain points qui font qu'un panier moyen chez ManoMano, il est aussi faible. Alors, la première raison, c'est qu'un client dans le bricolage, il a rarement en tête des produits. Il vient avec un projet ou avec un problème. Et donc, quand il va en magasin, il va expliquer son problème à un vendeur. Et le vendeur, il va lui expliquer exactement quels sont les produits dont il a besoin. Et il va ressortir avec tous les produits dont il a besoin. Alors qu'en ligne, le client, il est seul face à son écran. Et donc, il a peu de chances de trouver tous les produits dont il a besoin. Donc, les paniers sont plus petits. Le deuxième point, c'est qu'on est une marketplace. Ce n'est pas ManoMano qui vend des produits, ce sont des vendeurs qui vendent sur ManoMano. Ce qui fait qu'un client qui va acheter 2 produits, ou qui va mettre 2 produits dans son panier, il a toutes les chances pour que ce soit 2 vendeurs qui livrent ces produits. Et donc, 2 expéditions veut dire 2 frais de port à payer. Et donc, mécaniquement, les paniers multiproduits vont être beaucoup plus abandonnés. Le troisième point, c'est que c'est un monde très technique avec beaucoup de jargon et des spécificités très précises entre les produits, ce qui fait qu'un client qui ne serait pas complètement averti ne va pas être forcément rassuré, ne va pas savoir s'il choisit le bon produit. Et là où il va être rassuré par un vendeur en magasin, il le sera beaucoup moins en ligne. Donc là encore, ça va faire des taux d'abandon plus élevés. Et le dernier point, c'est que sur des catégories comme la cuisine ou la salle de bain, le critère différenciant, c'est le style. Alors le style, c'est quelque chose qui n'est pas évident à expliciter, notamment dans un moteur de recherche. Et donc ces produits-là sont très compliqués et ont un taux d'abandon pareil qui est très élevé parce que les gens ne trouvent pas ces produits-là. Alors la solution
en grande partie à ces points-là, c'est de proposer tout au long du parcours client des moteurs de recommandation de produits qui soient pertinents. Alors, j'insiste un peu sur le pertinent parce que le parcours client classique d'un client qui arriverait sur une home page et qui terminerait par acheter son produit au niveau du panier, le client ne va pas avoir du tout les mêmes besoins au début et à la fin de ce parcours. Au début, il va falloir l'inspirer, il va falloir l'aider à trouver le bon produit, le rassurer, donc on va lui montrer plutôt des produits similaires. À la fin du parcours, on va savoir en fait ce qu'il a dans son panier, donc on va plutôt chercher à l'aider à trouver tous les produits dont il a besoin pour son projet. Et donc on va être plutôt sur des notions de complémentarité, l'aider à trouver tous les produits. Alors, quand on a commencé à travailler sur les moteurs de recommandation avec Sikara, on a regardé un peu les différents types de moteurs de recommandation. Et en vrai, c'est pas très compliqué, il y en a deux grands types. Il y a les moteurs qu'on appelle user-based, qui exploitent tout ce qu'on sait du parcours de nos clients. Typiquement, ça va être les moteurs, ceux qui ont vu ont aussi vu, ceux qui ont acheté ont aussi acheté, et toutes les combinaisons qu'on peut imaginer. Et il y a ce qu'on appelle les moteurs content-based, qui exploitent plutôt la donnée produit, donc les titres, les descriptions, les images, etc. Et donc, en travaillant avec les équipes de Sikara, on a créé un panel d'une dizaine de moteurs de recommandation qui répond à l'ensemble de ces problèmes sur le parcours client et qui utilise les différentes techniques de moteurs de recommandation. Mais en regardant un peu de plus près les 4 points qu'on avait identifiés, on s'est rendu compte qu'en fait, tous ces moteurs, ils ne répondaient qu'aux 3 premiers problèmes. Alors effectivement, le problème, la difficulté de trouver un produit qui a un style bien particulier, il n'y avait aucun moteur qui adressait ce problème. Moi, si j'étais client ManoMano à l'époque, il y a quelques mois, et que je voulais m'acheter un plafonnier, je pouvais trouver un plafonnier comme celui-ci sur le site de ManoMano, et à partir de ce moment-là, si je voulais affiner ma recherche, j'allais être bloqué. Et pour une raison qui est très simple, c'est que le style d'un produit, c'est un attribut qui est très difficilement qualifiable. Quand on veut qualifier une longueur, une masse, une marque, un voltage, c'est facile, c'est objectif. Le style, c'est compliqué. Et donc, passer par le moteur de recherche ManoMano, ça n'allait pas forcément m'aider à trouver le produit qui répondait au style que je recherchais. Et de la même façon, on n'avait encore développé aucun produit, aucun moteur de recommandation qui nous permettait de faire cette recherche par style. On avait par exemple le moteur dans la même catégorie, mais ce moteur s'appuyait purement sur de la vente, sur les meilleures ventes, et ne prenait pas en compte cette composante esthétique. Non, le besoin que j'avais, moi, c'était ce moteur-là, c'était le moteur dans le même style, et je vais vous montrer comment on l'a fait. Avant de mettre un moteur en prod, et après avoir identifié le besoin, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de créer un POC. Le POC, il va servir à lever toutes les hypothèses qu'on va émettre pour créer ce moteur. Le premier, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de produits et de catégories pour lequel ça a du sens de créer un moteur qui se repose sur le style. Donc on a vu effectivement qu'il y en avait beaucoup. On a identifié une 60aine de catégories, dont les luminaires, les plafonniers, les robinets. Dès qu'il y avait une composante esthétique forte, on pouvait mettre en place un tel moteur. Ensuite, il faut vérifier qu'on a bien les données. Alors pour ce moteur-là, c'est assez simple parce que ça se repose sur l'image, donc il fallait seulement récupérer les images des différents produits concernés. Et ensuite, on veut valider vraiment la stratégie technique, que je vais vous montrer maintenant. Donc pour ça, on s'est appuyé sur un réseau de neurones profond, convolutionnel, qui est le réseau VGG16 et qui a été créé en 2014. Ce réseau, il sert à faire de la classification d'images. Donc en entrée, on lui donne l'image d'un objet et le but du réseau, c'est qu'en sortie, il prédit le label associé à l'image, donc là en l'occurrence un mitigeur. Donc, comment ça fonctionne? Il y a déjà eu une belle introduction tout à l'heure de Laurent de Rakuten, je vais essayer de compléter ça à ma façon. Un réseau de neurones profonds, c'est une succession de couches. Ici en l'occurrence, il y en a 16 et dans chaque couche, il y a un certain nombre de neurones. Et quand je mets en entrée de ce réseau une image d'un objet, certains neurones de la première couche vont s'activer, ce qui va activer des neurones de la deuxième couche, et ainsi de suite jusqu'à la dernière couche. Et en dernière couche, on a ainsi 4096 neurones. Certains vont être activés, d'autres non. Ça dépend des couches précédentes et donc de l'image qu'on avait à l'entrée. Et c'est à partir de cette représentation et de la fonction softmax qu'on voit à la fin de ce réseau qu'on va prédire que, effectivement, cette image, c'est celle d'un mitigeur.
Maintenant, si je place à l'entrée du réseau l'image d'un plafonnier, la représentation sera très différente. Et si je place l'image d'un autre plafonnier, cette fois-ci, la représentation sera très similaire à celle du premier plafonnier et très différente du mitigeur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque couche, et par les réseaux, les neurones qui sont activés ou non, il y a une information qui est contenue. Une information qui sera plutôt de bas niveau pour les premières couches et une information qui sera plutôt de haut niveau pour les dernières couches. Pour caricaturer un petit peu, pour les premières couches, on aura est-ce qu'on a des lignes verticales ou horizontales, et en dernière couche, est-ce qu'on a la présence d'un arceau, d'un fil, est-ce qu'on a une certaine courbure. Et donc, on va s'appuyer complètement sur cette représentation, on oublie la partie classifier, la partie softmax, sur cette représentation pour prédire la similarité entre deux produits. Donc, pour prendre un exemple plus concret, on va prendre la catégorie lampe de bureau. On prend tous les produits qui font partie de cette catégorie, on va tous les passer dans notre VGG 16. En sortie, on va récupérer pour chaque produit une représentation sous forme de vecteur de taille 4096. Et à partir de là, on pourra calculer des distances entre les différents produits et ainsi prendre, pour un produit particulier, trouver le ranking des produits les plus similaires. On a appliqué cette méthode pour notre POC sur 5 catégories, dont celle des plafonniers. Donc là, j'ai un exemple pour 4 produits en particulier, ceux qui sont entourés en or, et on voit le ranking qui est donné par ce modèle. Et on voit qu'effectivement, ça fonctionne. Si on prend par exemple le troisième exemple, celui du plafonnier Hello Kitty, on voit qu'on reste pour les recommandations dans l'univers de l'enfant, donc on est vraiment satisfait du résultat. Ou quand on prend le quatrième, non seulement la forme persiste, mais on a aussi le style qui est bien là. Donc on se dit qu'effectivement le POC est concluant. Donc maintenant qu'on s'est assuré qu'on était capable de servir de recommandations de produits qui sont d'un style similaire, l'objectif, ça va être de mettre en production ce moteur, c'est-à-dire de le rendre accessible, disponible pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme manomano.fr. Et pour ça, il va falloir s'intégrer dans une architecture qui est déjà existante. N'ayez pas peur de ce schéma, je vais tout vous expliquer. Pour l'instant, on se place sur les serveurs de calcul qui sont situés en haut à droite. C'est depuis ces serveurs qu'on a déterminé quels étaient les produits qui avaient un style similaire. Pour que ça devienne une réalité pour les utilisateurs et qu'ils puissent voir le moteur de recommandation, il va falloir mettre à jour ce qui s'appelle l'API de recommandation, celle qui contrôle quels sont les moteurs qui s'affichent, dans quel ordre et avec quel contenu. Il va aussi falloir modifier la logique de cette API de recommandation pour qu'elle puisse servir un nouveau moteur. Mais qui dit nouveau moteur dit réponse à un nouvel usage. Et qui dit nouvel usage dit nouvelle interface utilisateur. Donc bien souvent, lorsqu'on répond à un nouvel usage, les équipes UX pensent à une nouvelle interface qui doit être créée par les équipes IT avant d'être mise en production. Et lorsqu'on crée une nouvelle interface utilisateur, il faut s'assurer que la partie tracking soit mise à jour. Le tracking, c'est ce qui nous permet de mesurer l'ensemble des interactions des utilisateurs avec nos moteurs de recommandation. Donc l'ensemble des affichages de moteurs, l'ensemble des clics sont enregistrés, et c'est ça qui nous permet d'améliorer la recommandation au fil du temps. Donc, une fois qu'on a réalisé toutes ces étapes, on est capable de voir, en tant que développeur, le moteur de recommandation dans l'environnement du site web, dans notre environnement de développement. Mais ça ne suffit pas pour que l'ensemble des utilisateurs le voient. Donc, avant de mettre à disposition le moteur pour l'ensemble des utilisateurs, on va largement le tester. Donc, ce qu'on va faire, c'est des tests unitaires, des tests fonctionnels et des tests de charge sur l'API de recommandation. Et ensuite, on va faire des tests d'intégration entre l'API de recommandation et le site manomano.fr. Pour ce faire, on va utiliser un environnement qui s'appelle la pré-production, qui est un environnement qui est isolé et qui est en tout point semblable à manomano.fr, à la seule différence que sur cet environnement, notre moteur va apparaître. C'est grâce à ça qu'on peut se placer dans les chaussures d'un utilisateur et vérifier que tout se passe bien au cours de la navigation. Une fois qu'on a tout validé, on peut mettre en production. Supposons maintenant qu'on mette en production notre moteur et que dans 2 semaines, le chiffre d'affaires de manomano.fr est doublé. Est-ce qu'on pourra conclure que c'est grâce à notre nouveau moteur? Est-ce que ce sera grâce à un autre changement sur le site? Est-ce que ce sera tout simplement à cause de la saisonnalité? Dans cette méthodologie, c'est impossible de le savoir. Et c'est pour ça, et on a ce luxe dans le e-commerce, qu'on va réaliser ce qu'on appelle un A/B test. C'est-à-dire que 50% des utilisateurs vont voir une ancienne version de la recommandation et 50% va voir la nouvelle version qui contient notre nouveau moteur. On va faire durer ce test pendant 2 semaines et recueillir un certain nombre de sessions. Et à la fin, on va pouvoir
visualiser des différences d'indicateurs entre notre nouvelle version et l'ancienne version, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc on va pouvoir mesurer par exemple des différences de taux de scroll ou des différences de chiffre d'affaires. Dans notre cas, on a mesuré sur les utilisateurs qui utilisaient des catégories décoration une hausse du chiffre d'affaires de 7%. On a été très satisfait forcément de ces chiffres. Mais à partir de là, il faut faire un choix. Soit on est content de ces chiffres, comme je l'ai dit, et on estime qu'ils méritent l'effort de maintenance qui va suivre, et à ce moment-là, on déploie le moteur sur l'ensemble des utilisateurs, ou soit on arrête les frais tout de suite, et on peut facilement revenir à l'ancienne configuration de la recommandation. Forcément, nous, on a décidé de roll out notre solution. Mais là n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est ce qu'on a appris des utilisateurs. Et dans notre cas, on s'est rendu compte que les taux de scroll étaient énormes sur le moteur dans le même style. Ça nous a permis de créer un moteur qui va mettre en place une distance minimale entre les images et intégrer de la variété dans le moteur dans le même style. Et donc cette frise chronologique qu'on vous a décrit sur cet exemple de la reconnaissance d'image et qui décrit toutes les étapes du besoin concret jusqu'à la mise en place d'un test AB, cette frise paraît bien linéaire et pourtant c'est un cycle. Puisqu'à chaque fois qu'on réalise un test AB, on apprend sur nos utilisateurs, on est capable de refiner leurs besoins concrets et de créer une nouvelle solution fonctionnelle associée. Et une autre chose qui est intéressante à noter, c'est qu'il y a des délais qui sont incompressibles. Par exemple, on met 2 semaines pour passer d'une solution fonctionnelle à une mise en production. On met aussi 2 semaines pour avoir assez de sessions sur les AB tests et ainsi être capable de statuer sur le résultat pour qu'il soit statistiquement significatif. Et c'est ça qui nous permet en fait d'avoir en permanence à la fois un AB test live sur le site manomano.fr qui nous permet d'apprendre des utilisateurs et en même temps l'équipe technique qui travaille à répondre à notre besoin concret. Et en fait, cette démarche qu'on vous a montrée sur l'exemple de la reconnaissance d'image, c'est une démarche qui est largement utilisée dans toutes les équipes ManoMano et Sicara. Et elle est même l'image de notre philosophie, qui est très bien résumée par une citation d'Albert Einstein, qui dit « La profusion des moyens et la confusion des intentions caractérisent notre époque. » Et je pense que c'est particulièrement vrai aujourd'hui, où on est à un âge d'or de l'IA, et où chaque année, des nouveaux algorithmes sortent et battent les précédents sur certaines tâches. Donc c'est très, très tentant pour une entreprise d'investir beaucoup pour être sans cesse à la pointe sur ces algorithmes. Eh bien, ce n'est pas le parti pris des équipes ManoMano ni des équipes Sicara. Quand on aborde un problème data, ce qu'on veut avoir en tête, c'est non pas les derniers algorithmes à la mode, qui sont pour nous des outils. Ce qu'on veut avoir en tête, ce sont bien les besoins concrets utilisateurs, parce que ce sont eux qui nous permettent de prendre des décisions pragmatiques et de répondre à un vrai problème. Ensuite, pour nous, il serait intolérable de passer 2 ans à créer un algorithme parfait, en tout cas qui répondrait parfaitement à un problème utilisateur, parce que ce problème, il est à la fois imprécis et il est changeant. C'est-à-dire que peut-être que dans 2 ans, ce problème n'existera même plus. C'est pour ça qu'on préfère travailler en cycle court, qui nous permettent de délivrer rapidement de la valeur et d'apprendre rapidement nos utilisateurs pour ajuster notre trajectoire. Et pour aller vite, on a remarqué qu'il y a un pattern qui ne fonctionne pas du tout, c'est d'avoir des silos entre les équipes data et les équipes IT. Ça crée des délais de communication inutiles qui ralentissent le projet. C'est pour ça qu'on tient à avoir toutes les parties prenantes du projet autour d'une même table. À la fois les personnes qui savent ce qu'on veut créer, c'est-à-dire les équipes UX, les équipes produits, les business owners, et les personnes qui savent comment on va le faire, donc les équipes IT, les équipes data. Une fois qu'on a ça, on est capable de prendre des décisions éclairées rapidement et on est autonome dans la mise en place. Et donc pour nous, c'est ça le secret de la réussite d'un projet data, c'est d'avoir une équipe qui soit autonome, qui soit agile et qui ait l'obsession de répondre à un besoin client. Merci beaucoup. Merci à vous 3. Donc on a vu vos recherches ont permis d'augmenter le chiffre d'affaires de 7%. C'est moyenne par produit ou c'est toujours une constante chez vous? Donc en fait, le test a eu lieu seulement sur certaines catégories décoration. À partir de là, 50% des utilisateurs vont être associés à une version de la reco et 50% vont voir notre nouveau moteur. Donc on va filtrer sur les personnes qui ont navigué sur des catégories décoration. Ça va nous faire quelques centaines de milliers de sessions de part et d'autre. Et à partir de là, on va regarder la différence de chiffre d'affaires au global. Et donc, on va vérifier que les résultats sont statistiquement significatifs pour pouvoir conclure.
Et nous, ce qu'on a mesuré, c'est une différence de 7% entre le pool B et le pool A. Donc, évidemment, on a roll-out. Merci. Des questions dans la salle? Il n'y a pas beaucoup de bricoleurs cet après-midi? Ah, monsieur. Bonjour, merci pour la présentation. Pour vos tests AB, c'est sur les mêmes sites en production. Et si oui, est-ce que c'est pas dangereux d'avoir deux moteurs de recommandation différents sur le même site? Est-ce que ça présente pas je sais pas, un danger qu'à un moment donné, les deux moteurs plantent ou chose comme ça, sachant que la partie You May Also Like, c'est très important pour toute la partie expérience client et pour la vente. Très bien. Je peux répondre à cette question, je pense. Alors en fait, on réalise le test effectivement sur le même site internet. Et on a vu dans l'architecture technique que la partie qui décidait de ce qui s'affiche sur le site et la partie qui décide de quels sont les moteurs à afficher sont différentes. Donc la data a la latitude pour choisir pour un utilisateur quels sont les moteurs qu'elle va montrer. Je ne sais pas si c'est clair jusque-là. Très bien. Et sur la partie danger, pour afficher des moteurs différents sur le même site, en fait, on s'assure toujours d'avoir une version cohérente de moteurs de recommandation. Donc, il n'y en a pas qu'un. Il y a effectivement des moteurs qui vont proposer des similarités, des moteurs qui vont proposer des complémentarités. En fait, on va s'assurer qu'on teste des moteurs entre eux uniquement sur un même usage. On ne va pas tester un moteur de complémentarité versus un moteur de similarité. Donc, il y a quand même une vision produit qui reste, qui décide de comment on doit aider les utilisateurs à naviguer sur ManoMano. Donc, aucun utilisateur ne va être lésé, en fait. On va itérer par petites touches. Et c'est ça aussi que permet les méthodes agiles de faire des cycles de 2 semaines pour avoir des versions qui sont somme toute assez proches au fil du temps. Nous, on a travaillé sur des cycles d'1 semaine, mais il y a pas mal d'équipes chez ManoMano qui travaillent sur des sprints de 2 semaines. En fait, ça dépend. Tout devant. Vous avez mentionné le fait que vous étiez au tiers du panier moyen de vos concurrents. Avec 7% en plus, vous n'avez pas rattrapé la course, là. Est-ce qu'il y a autre chose qui est prévu dans votre banette? Alors oui, on rattrapera pas avec un ou même plusieurs moteurs de recommandation cet écart qui est vraiment très grand et qui est un peu systémique parce qu'il y a quand même une vraie différence. Mais on croit beaucoup chez ManoMano au conseil et donc on investit beaucoup dans le conseil à chaud pour reproduire un peu le conseil qu'on peut retrouver en magasin. On a des communautés de ManoAdvisors qui sont des experts techniques qui peuvent répondre, qui peuvent rappeler les clients pour les conseiller dans l'expérience. Et on voit aussi avec ça des augmentations assez fortes du nombre de produits par panier. Donc il y a tout un tas d'initiatives évidemment qui vont dans le sens de cette... Vous les aviez listés en commençant, et puis il y avait le problème de la livraison. Là, vous n'arrivez pas à le... Tous nos moteurs de recommandation, pour info, optimisent on pousse que des produits qui ne vont pas augmenter les frais de livraison. Parfait. Il y avait une main qui s'était levée. Est-ce qu'il y a une hôtesse qui... Voilà, toujours vous. J'ai 2-3 questions rapides. Sur le style, est-ce que la raison pour laquelle vous n'avez pas utilisé des trucs type matrice de grammes comme en style transfer, c'est juste parce que c'était pas adapté pour des outils de bricolage ou alors c'était pour aller plus vite? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que juste au niveau de la stack technique sur les réseaux de neurones, est-ce que en production vous êtes aussi vous êtes sur du PyTorch ou autre chose? Et enfin, juste petite précision, quand vous dites un tiers par rapport aux concurrents, vous parlez de marketplace du même style ou alors ou de boîtes qui vendent directement leurs outils, parce que c'est sûr que c'est pas exactement le même type de boîte dans ce cas. Alors, pour répondre à la première question, on est parti sur l'approche du réseau de neurones VSG16 assez rapidement et on s'est rendu compte que ça fonctionnait en quelques jours.
Donc l'objectif, c'est vraiment le plus rapidement possible d'aller vers la prod et c'est là où on a des retours après. Les véritables apprentissages, c'est à ce niveau-là qu'ils sont. Et donc nous, on a eu cette approche-là, on a vu que ça fonctionnait. Donc c'est vrai qu'après, on a itéré à partir de ce réseau-là et on n'a pas été vers d'autres solutions. Ensuite, pour la deuxième question, en l'occurrence, on a utilisé Keras parce qu'il y a pas mal de réseaux qui sont pré-entraînés, notamment VGG16 sur ImageNet. Et pour la troisième question, je laisse Emmanuel répondre. Ouais. Juste sur la troisième question, en fait, on a comparé à des grandes surfaces de bricolage qui sont effectivement pas du tout le même contexte. Et donc c'est logique qu'il y ait des grosses différences. Mais il faut savoir que le monde du bricolage, il est très peu digitalisé. Et donc se comparer à des Amazon qui vont avoir des paniers moyens tout petits, parce que en fait, globalement, on achète les produits un par un, ou à des Leroy Merlin en ligne, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous, on veut vraiment aller chercher cette expérience qu'on peut retrouver en magasin. Merci. Y a-t-il une dernière question? Madame, devant. Question un peu plus technique. Vous avez dit que vous avez utilisé du coup le réseau de neurones effectivement pour vectoriser. Vous avez pris une des dernières couches pour faire le calcul de similarité. Ensuite, vous regardez ce que les utilisateurs regardent suite à vos recommandations et vous faites du tracking du coup et vous rebouclez sur la vectorisation. Là, je voulais savoir quel type d'algorithme vous utilisez pour faire ces retours et ces itérations successives en prenant en compte les retours utilisateurs. Alors, en fait, on n'a pas réoptimisé ensuite le réseau. On l'a pas, par exemple, pré-entraîné sur des catégories mano, on aurait pu le faire, on l'a pas fait. Nous, on a vraiment, au niveau de l'A/B test qu'on a vu, notamment dans la session Roger, où le tracking, on a vu qu'il y avait beaucoup de scroll. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une distance minimale. On prenait une distance L2 entre les vecteurs. Et on a essayé d'augmenter le seuil entre deux produits qui sont sur le moteur. Donc voilà, c'est vraiment que sur cette partie-là. Après, on n'a pas réentraîné fine-tuner le moteur. Merci pour cette question extrêmement pointue. Allez, encore une dernière. On a 1 minute. La même personne qui l'avait tout à l'heure. Est-ce qu'avec ce que vous avez fait jusque-là, moi je suis client de ManoMano, demain je serai capable d'uploader une photo que je prends avec mon téléphone et je l'upload sur le site et après je fais une recherche basée sur la similarité visuelle? Alors c'est quelque chose qu'on regarde en ce moment. C'est pas nécessairement un usage qui va nécessairement remplacer le moteur de recherche. En général, les gens qui cherchent représentent à peu près 10% des gens sur un site, un peu plus, entre 10 et 20%, et il y en a à peu près 1 ou 5% qui vont utiliser la fonctionnalité de recherche par l'image. Donc c'est pas gigantesque, mais on est effectivement en train de regarder ça avec un partenaire tiers. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, Johan Grimbert, Emmanuel Osanqui et Olivier Chancé. Et bonne chance à ManoMano. Merci.